Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous. Je viens fréquemment vous voir, alors malheureusement souvent en ligne parce que j'habite en Californie, donc c'est un petit peu loin. De temps en temps, je suis en France, donc des fois, l'agenda fait que je peux venir vous voir en personne, mais malheureusement, c'est quand même souvent en ligne. Et du coup, je sais qu'il y a parmi vous des gens qui connaissent déjà ce que je fais, donc il va y avoir un petit peu de répétition, mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas mon travail, donc je vais reprendre un petit peu les bases et après on va parler d'éthique si ça vous va. Voilà, donc l'UX, juste pour remettre à plat pour tout le monde, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand on design quelque chose, quand on conçoit quelque chose, quoi que ce soit, hein, que ce soit une présentation comme ça sur PowerPoint, ou un jeu vidéo ou quoi que ce soit. On le fait avec un état d'esprit particulier qui considère que la personne qui va recevoir ou qui va utiliser le produit, l'objet, le service, bah, c'est un être humain qui a des limites, des capacités et certaines limites et on va prendre en compte, quelle expérience cet humain va avoir quand on design, l'objet, le système ou le service. Donc c'est vraiment ce côté de on va changer notre perspective, on va se détacher de notre perspective à nous en tant que créateur ou créatrice pour adopter la perspective, de l'utilisateur final, et prendre en compte que, bah, cette personne a un cerveau et que ce cerveau est limité. Pourquoi on s'intéresse au cerveau, des gens? Parce que l'expérience que les gens vont avoir de quelque chose, hein, que ce soit vous allez dans un parc ou vous lisez un livre, vous regardez un film, vous jouez à un jeu vidéo, c'est l'expérience que vous avez, les émotions que vous ressentez, les challenges que, vous ressentez également. Tout ça, ça se passe dans votre cerveau. Et donc ce n'est pas inclus dans le jeu. On peut pas vraiment designer une expérience, parce que c'est l'expérience, c'est ce qui se passe dans le cerveau des gens quand ils interagissent avec le jeu vidéo. Donc on va designer un jeu vidéo avec certaines caractéristiques, avec pour but que les joueurs aient une certaine expérience, mais on ne peut pas avoir de garantie que c'est bien l'expérience qu'ils vont avoir. Donc c'est pour ça qu'on utilise, tout un tas d'outils pour nous aider à arriver là. Et un des outils, c'est les sciences cognitives. Les sciences cognitives nous permettent d'aborder, le cerveau, comment il fonctionne, comment il apprend, notamment comment il apprend à jouer à un jeu vidéo et qu'est-ce qui est, le cerveau, qu'est-ce qu'on va ressentir comme émotion ou comme motivation quand on joue à un jeu vidéo. Donc on regarde un petit peu les processus mentaux principaux, hein. L'idée, c'est vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en psychologie, hein, pour faire des jeux vidéo, bien sûr. L'idée, c'est juste de comprendre les bases, afin de pouvoir anticiper les problèmes et quand les problèmes surviennent, pouvoir les trouver une solution le plus rapidement possible. Et les choses quand on regarde le plus souvent, ça va être la perception, l'attention et la mémoire. Donc ce que vous voyez là, c'est un diagramme très simplifié de ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend quelque chose ou quand on processe une information, quand on traite une information. Comme là, vous traitez, ce que je vous raconte, donc c'est surtout des informations visuelles et auditives. Ça commence toujours par la perception, donc c'est nos sens qui vont capter ce qui se passe dans notre environnement. Donc on a beaucoup plus que les 5 sens qui sont présentés là. On a plein de sens qui nous permettent de capter ce qui se passe, les stimuli et dans l'environnement, mais aussi, dans notre corps. Ça nous permet de savoir un peu ce qui se passe. On peut avoir mal, par exemple, si on a des douleurs. Et donc on va faire sens de tous ces stimuli, on appelle ça la perception. Donc ça va commencer par la perception, le traitement de l'information et ça va se terminer entre guillemets, si tout se passe bien, par, une mémoire de ce qui s'est passé. Donc, par exemple, demain, j'espère que vous vous rappellerez de ce qu'on a vu aujourd'hui. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a eu de nouvelles connexions synaptiques qui se sont créées dans votre cerveau ou des connexions synaptiques qui se sont renforcées. C'est comme ça que la mémoire fonctionne. Et évidemment, entre la perception et un changement en mémoire, il va y avoir plein de facteurs, notamment, l'attention est un facteur important, hein. Si en ce moment vous êtes en train, de chatter, avec, des amis, avec votre téléphone, vous avez moins de chances de, mémoriser ce dont on parle. Vous faites ce que vous voulez, hein, c'est je vous dis, ce qui se passe. Et donc on a des facteurs comme ça qui vont, soit améliorer, soit, rendre le traitement de l'information moins efficace.
Ce qu'il faut savoir, donc c'est vraiment un schéma simplifié, hein. Le cerveau est beaucoup plus complexe que ça et surtout, on n'a pas de petites boîtes indépendantes comme ça qui sont spécialisées dans un type de traitement. Et le traitement n'est pas vraiment sériel comme c'est montré ici. C'est pas d'abord ça et ensuite ça et ensuite ça. Il y a plein de choses qui se passent en même temps, hein. Donc, c'est garder en tête que c'est beaucoup plus complexe que ce que je vous montre là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que pour ces processus mentaux principaux, donc la perception, l'attention et la mémoire, on a pas mal de limites dans notre cerveau. Et donc, je vais vous présenter juste quelques limites, hein. Je pense que certains d'entre vous ont déjà vu ça. Donc, si je vous montre cette image et que je vous demande qu'est-ce que vous percevez sur cette image, en général, j'ai plein de réponses différentes, mais j'ai toujours un bon 30% de mon audience qui me répond Street Fighter avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que, évidemment, si vous avez joué à Street Fighter, ou que c'est un jeu que vous connaissez bien, il y a de très fortes chances que vous reconnaissiez ces patterns de couleurs comme étant une représentation abstraite, minimalisée en tout cas, des personnages de Street Fighter. Mais si vous n'avez pas cette connaissance antérieure du jeu ou cette connexion émotionnelle avec le jeu, bah, il y a très fortes chances que vous percevez quelque chose de différent avec cette image. On me répond plein de choses. On me dit des blocs de Lego ou des personnages de Minecraft. Des fois, des personnes perçoivent Link dans celui qui est en haut à droite. Mais en dehors du jeu vidéo, j'ai aussi d'autres réponses comme des chaussettes, l'ADN, des transistors. Enfin, moi, j'ai plein de réponses assez différentes. Et tout ça, ça illustre le fait que la perception est subjective. On ne perçoit pas le monde tel qu'il est réellement. La perception est une construction du cerveau. Et cette construction va dépendre de nos connaissances antérieures, donc là, dans ce cas-là, votre connexion avec Street Fighter, du contexte. Vous savez que là, je vais parler de jeux vidéo, donc vous êtes déjà quand même un petit peu préparé à percevoir quelque chose qui est en rapport avec le jeu vidéo, de votre ADN. Si vous êtes j'ai un trou, comme on dit en français, daltonien, voilà, j'ai des trous comme ça. J'habite en Californie, donc j'ai un petit peu du mal à switcher entre le français et l'anglais. Si vous êtes daltonien, c'est dans votre ADN, hein, ça concerne les personnes qui ont des chromosomes XY. Et donc, il y a 8% de la population qui ont les chromosomes XY qui présentent du daltonisme. Et donc, bah, cette image va être traitée de façon différente et les personnes daltoniennes peuvent se sentir exclues de cet exemple-là. C'est pour ça que c'est très important de ne jamais utiliser les couleurs uniquement pour transmettre une information. Vous pouvez bien sûr utiliser des couleurs, mais utiliser aussi des formes, des labellisés, utiliser la texture pour faire en sorte que on puisse discriminer les choses, pas seulement sur la base de la couleur. Donc la perception est subjective. C'est un gros problème pour nous qui faisons des jeux vidéo parce que les joueurs vont devoir comprendre plein de trucs et accomplir plein de challenges par rapport à ce qu'ils perçoivent du jeu. Et comme ce qu'ils perçoivent, c'est pas forcément ce que vous avez prévu, ce que vous aviez prévu, on doit tout le temps tester pour vérifier que ce que l'on produit comme asset, hein, et ça couvre tout, hein, je ne vous parle pas que de l'UI, donc c'est pas que les icônes qu'il va y avoir sur le jeu, ça va être tout, ça va être l'environment design, le character design, le texte, il y en a, le UI bien sûr, mais ça inclut tout ça, mais aussi tout ce qui est son, sound design, musique, tout ce que les joueurs vont devoir percevoir. Et on veut s'assurer que ce qu'ils perçoivent, c'est ce qu'on a voulu transmettre. Donc, on fait des tests. Donc, ça, c'est un exemple que je donne souvent avec Fortnite. Par exemple, on avait cette icône-là qui était censée représenter les pièges dans Fortnite. On a fait jouer les joueurs pendant 1 heure. Fortnite, évidemment, c'était il y a très longtemps, donc ça ne ressemblait pas à ce qu'il y avait aujourd'hui. Il y avait plein de choses qui étaient placeholder. Mais les joueurs ont joué, ont pu crafter, ont ouvert le menu, etc. Et après, on leur a demandé c'est quoi ci, c'est quoi ça. Et pour cette icône-là, bah, beaucoup de joueurs, même s'ils ont interagi avec cette icône dans le jeu, ne reconnaissaient pas l'icône du piège et on me donnait des réponses du genre, je sais pas, des munitions ou des arbres ou quelque chose en rapport avec la construction, etc. Donc ça, c'est problématique parce qu'il n'y a pas de challenge dans la reconnaissance de cette icône-là dans Fortnite, hein. C'est pas là où on veut challenger les joueurs. On veut vraiment que cette icône soit comprise clairement et intuitivement le plus rapidement possible. Parce que le challenge est ailleurs dans ce jeu-là.
Donc, on a changé l'icône plutôt que c'est de comprendre comment est-ce qu'on pouvait arriver à faire apprendre ça aux gens. On ne veut pas se prendre la tête avec ça. Ce qu'on va faire, on change d'icône. On a choisi une icône stéréotype. Donc, c'est un archétype de piège, un piège à loup. Il n'y a pas de piège à loup dans Fortnite, mais ça transmettait la fonctionnalité beaucoup plus clairement et on n'a plus eu de problème avec ça. Donc ça, c'est important. C'est pas parce que pour vous, c'est évident. Parce que pour nous, c'était évident que ça ressemblait à un piège, hein, c'était genre une planche avec des pics. Parce que nous, on sait déjà ce que ça représente. Mais les joueurs, non. Et le but, c'est justement, encore une fois, quand on est en UX, c'est de se mettre à la place des joueurs et de faire en sorte qu'ils aient l'expérience qu'on souhaite qu'ils et elles aient, plutôt que de se dire, non, c'est comme ça. Je resterai sur ma planche et mes pics. Donc voilà, on a fait ça. Un autre exemple pour parler de mémoire, je prends souvent l'exemple du penseur de Rodin et je demande aux gens, bah, est-ce que vous pouvez vous rappeler précisément de la posture du penseur, donc la sculpture, et plus particulièrement comment sont positionnés les bras sur les jambes du penseur? Est-ce que c'est un bras, deux bras, croisés? Est-ce qu'il s'est posé, pas posé? Comment est exactement la posture du penseur? Donc je vous laisse réfléchir un petit peu. Les réponses que j'ai le plus régulièrement, c'est le bras droit posé sur la jambe gauche. Après, j'ai quelques réponses qui me disent: «Non, c'est bras droit sur jambe droite». Donc c'est un petit peu, j'ai un petit peu de tout, mais en tout cas, la réponse principale, on va dire, c'est souvent bras droit sur jambe gauche. Il se trouve qu'il a les 2 bras sur la jambe gauche et ça, c'est quelque chose dont on ne se souvient pas vraiment. Et donc c'est juste pour vous illustrer le fait que notre mémoire est très faillible. Je vous ai dit que la perception est une construction du cerveau, la mémoire, c'est une reconstruction du cerveau. Donc à chaque fois qu'on se rappelle de quelque chose, on va reconstruire. C'est pas comme si on avait pris des photos qu'on avait rangées et là on les ressort et c'est exactement la photo qu'on a rangée. Quand on reconstruit notre mémoire, mais il va y avoir plein d'erreurs en fait dans notre reconstruction. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Et donc on ne se rappelle pas des choses précisément. C'est pour ça que quand on travaille en team sur un jeu ou quoi que ce soit, prenez des notes à la fin de la réunion. Assurez-vous que tout le monde a bien compris la même chose et va se rappeler de la même chose, parce que si vous vous basez que sur votre mémoire, bah bon, ça risque d'être mal barré. Donc la mémoire est faillible. Il faut prendre ça en compte aussi pour pas que les joueurs soient confrontés à des challenges qui sont dus à leur mémoire, alors que c'est pas ça qu'on cherche à challenger dans le jeu. Encore une fois, c'est à nous de déterminer où est-ce qu'on veut challenger les joueurs, hein. Il peut y avoir des jeux qui challengent la mémoire. Mais là, dans Fortnite, c'est pas le cas. Par exemple, on veut pas que les joueurs aient à se rappeler combien de matériaux ils ont pour chaque, quelles armes ils ont, quelles habilités ils ont, quelle touche faut appuyer pour basculer en mode construction, ou quelle touche il faut appuyer pour chercher, ouvrir un objet. Tout ça, on veut pas aller challenger là-dedans. Donc, on va donner cette information dans le HUD. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre dans le HUD, parce qu'on peut pas mettre tout non plus, parce que ça aussi, c'est trop d'informations. Donc, il faut trouver la bonne balance, mais c'est pas évident. Et dans notre exemple dans Fortnite, on ne voulait pas que les joueurs aient à mémoriser les recettes. On s'en fout, en fait. C'est pas ça le but dans Fortnite. Le but du crafting dans Fortnite, c'est de réfléchir à, dans tel monde, avec tel ennemi, qu'est-ce qui va être le plus tactiquement intéressant pour moi de crafter pour que ce soit une arme intéressante. C'est ça où on veut challenger en Fortnite, c'est pas mémoriser comment s'appelle l'arme et quels ingrédients il nous faut. Donc ça, on fait en sorte d'avoir une fonctionnalité dans Fortnite qui permet d'épingler cette recette dans le HUD et comme ça, les joueurs n'ont pas à s'en rappeler. Donc on prend en compte en fait en avance que on sait que la mémoire des gens est faillible et donc on va essayer de réduire en fait cette charge mnésique pour les joueurs le plus possible pour que la charge mnésique puisse être dédiée à des choses qui sont intéressantes dans le jeu, là où on veut les challenger. Et un dernier exemple, donc encore désolé pour ceux qui connaissent déjà tout ça, je vais vous montrer des cartes, ça va aller assez vite. Je vous demande de choisir une carte et de la mémoriser le plus précisément possible. Alors, ça va aller assez vite, hein. Donc choisissez une carte et mémorisez cette carte précisément. Voilà, ça va aller vite. J'espère que vous l'avez bien mémorisée et je parie que je peux deviner quelle carte vous avez choisie et la faire disparaître. Magie. Donc j'espère que ça a marché pour vous. Si ça a marché et que vous vous dites: «Mais comment a-t-elle fait?» En fait, j'ai changé toutes les cartes, donc peu importe la carte que vous avez choisie, elle n'est plus là.
Et je suis nulle, hein, je suis pas magicienne et c'est beaucoup moins impressionnant en ligne comme ça, mais c'est ce que font les magiciens en fait. Ils connaissent très bien les limites de notre cerveau, notamment nos limites attentionnelles. Ça, c'est relatif à l'attention. Si je vous demande de choisir une carte et de la mémoriser, il y a de fortes chances que vous ne regardiez que cette carte-là et vous ne fassiez pas attention aux autres. Bon, vous avez compris que c'était que des figures. Donc, si j'avais changé toutes les cartes pour des 7 et des 8, vous auriez quand même douté qu'il se passe quelque chose. Mais là, à partir du moment où, oui, c'est encore des figures, ça a l'air d'être pareil. Et donc, c'est ce qu'on appelle le détournement de l'attention en magie. Ils appellent ça misdirection en anglais. Mais en, en sciences cognitives et en psychologie, on a un terme pour ça, on appelle ça le change blindness en anglais, donc la cécité au changement en français. Donc ça n'a rien à voir avec la cécité, c'est très, très mauvais terme choisi ici. On devrait plutôt dire l'inattention au changement, ça sonne moins bien, mais quand on se focalise sur quelque chose, on filtre le reste. Donc, on est très mauvais en multitasking. Notre concentration est très fragile et on ne peut pas faire attention à plusieurs choses en même temps, en fait. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. En fait. On a vraiment l'impression de maîtriser, de pouvoir faire du multitâche. Oui, je vais pouvoir totalement l'écouter tout en textant mes amis. Euh, Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais ne vous, comment dire en français, ne vous méprenez pas parce que ça marche pas très bien. En fait, on n'est pas du tout doué à ça. Nos ressources attentionnelles sont très limitées. Et si vous divisez votre attention, bah, c'est clair que vous allez moins bien faire les deux activités que si vous focalisiez juste sur un. Alors après, des fois, c'est pas grave. Il y a des situations où c'est très grave, genre quand on conduit, il faut éviter, parce que c'est très dangereux. Mais si vous avez besoin de vraiment bien traiter une information, bah, c'est mieux que vous focalisiez sur une chose. Et dans les jeux, on fait aussi attention à ça. Alors là, pour le coup, on challenge l'attention beaucoup dans les jeux vidéo, notamment les jeux d'action. Ça challenge l'attention, mais on ne veut pas le challenger plus que là où on veut la challenger. Et surtout, il y a des moments où il faut prendre en compte que les joueurs doivent apprendre plein de trucs en même temps, ce qui leur demande énormément de ressources attentionnelles. Mais pour nous, c'est difficile à anticiper et à comprendre parce que nous, ça fait déjà des mois, voire des années qu'on travaille sur ce jeu-là. Donc, pour nous, c'est hyper simple parce qu'on sait quoi faire, on sait comment fonctionne le jeu, on se connaît les contrôles, on connaît les objectifs. Donc pour nous, le début de jeu, en général c'est chiant, on veut que ça aille plus vite. Mais pour les joueurs, ça peut être beaucoup plus difficile en fait parce que elles et eux ne savent pas où regarder, quoi faire. Donc la charge mentale pour les joueurs est beaucoup plus intense. Et donc par exemple dans Fortnite Save the World, pour le début du jeu, pour apprendre, pour vérifier que les joueurs savent viser et tirer ou leur apprendre s'ils ne savent pas le faire, eh ben, on a tout de suite mis des ennemis, hein, parce que c'est plus amusant de tirer sur des vrais ennemis plutôt que sur des cibles. Donc il y a un vrai enjeu, mais ils sont derrière un mur qui est très solide, donc ça prendrait vraiment beaucoup de temps pour les ennemis de venir être dangereux pour nous. Donc ça permet à la fois d'avoir du challenge et de commencer à jouer vraiment, tout en évitant que le joueur soit overwhelmed, soit complètement immergé par trop d'éléments en même temps. Donc on essaie vraiment de balancer les ressources attentionnelles des joueurs et que les moments où c'est difficile, c'est nous qui choisissons que voilà, là, on va faire en sorte qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps. Mais on va pas faire ça au début. On va attendre que les joueurs maîtrisent bien les contrôles, les éléments pour que ce soit intéressant plutôt qu'on ressente que qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est moins fun. Là. Pour le coup, si on ne sent pas qu'il y a de contrôle, ça va être moins fun à ce moment-là. Donc, on essaye de doser ça le mieux possible. Voilà. Mais c'est difficile, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance. Dès le départ, gardez en tête que la perception est subjective, les ressources attentionnelles sont vraiment limitées et la mémoire est faillible. Et c'est très difficile de s'en rappeler parce qu'on ne s'en aperçoit pas. Et c'est ça le plus gros problème des limites de notre cerveau, c'est pas tant qu'on ait ses limites, c'est qu'on on a ses limites et elles sont implicites, on ne se rend pas compte qu'on a ses limites. Donc c'est très difficile d'anticiper pour les joueurs mais elles vont avoir des difficultés avec notre jeu parce que pour nous, on n'a même pas vraiment pensé que ça pouvait être un problème. Pour nous, c'est évident. Donc, il faut se détacher de ça. Il faut arriver à casser cette idée que c'est évident. Si c'est évident pour nous, ça va être évident pour tout le monde. Et c'est ça tout le principe UX de se déplacer, de changer notre perspective pour adopter ceux des joueurs. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie par rapport à ça. C'est pas de faire votre truc dans votre coin et au moment de shipper votre jeu, ah tiens, on va peut-être faire un playtest pour vérifier les choses. Ça, c'est trop tard. Ce qu'il faut, c'est que vous pensiez à l'avance déjà,
Où est-ce que vous voulez challenger les joueurs? C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que vous voulez challenger les joueurs à mémoriser la recette si vous avez du crafting dans votre jeu? Si la réponse est oui, dans ces cas-là, vous allez prendre des décisions différentes. Si la réponse est non, vous allez faire quelque chose comme nous, on a fait dans Fortnite, justement pour éviter que les joueurs aient à mémoriser ces choses-là. Parfois, vous pouvez challenger la perception. Un jeu comme Monument Valley challenge la perception. Donc, c'est à vous de décider où est-ce que vous voulez challenger les joueurs et où est-ce que vous ne voulez pas les challenger. Et c'est pour ça que c'est une stratégie. C'est dès le départ qu'il faut penser à tout ça pour pouvoir faire le meilleur jeu possible et accomplir vos buts pour les joueurs. Voilà. Donc, à partir des sciences cognitives, après, on a des méthodologies. Donc, ça, je vais passer assez vite, hein, mais on utilise par exemple des grands principes qui nous aident, qui nous guident pour éviter des écueils les plus communs dans le jeu vidéo. Donc, on part sur ces guidelines. euh, pour anticiper les problèmes et aussi quand on teste, après, on va essayer de comprendre d'où viennent les problèmes qu'on a vus. Par exemple, les joueurs n'utilisent pas une arme qui est pourtant géniale, on ne comprend pas pourquoi ils l'utilisent pas. On essaie de voir est-ce que ça vient d'un problème d'utilisabilité, est-ce que simplement ils n'ont pas vu qu'ils l'avaient ou ils comprennent pas quel bouton, ils se rappellent pas quel bouton appuyer ou, et là c'est en général plus grave, est-ce que c'est un problème d'engageabilité? Est-ce qu'ils ont pas ressenti en fait la motivation d'utiliser cette arme parce que pour eux, c'est pas une arme vraiment efficace? Donc voilà, il y a 2 aspects qu'on regarde et on essaie d'avancer, donc de régler les problèmes en se basant sur, ces ingrédients. Il n'y a pas de recette miracle pour faire des jeux vidéo et autant mieux, hein, parce que les jeux vidéo, c'est une forme d'art, donc on veut avoir des choses innovantes et on veut explorer, plein d'éléments. Mais ça nous donne des ingrédients, et surtout vraiment des principes qui vont nous guider, pour arriver justement à innover et à créer un jeu, intéressant pour les joueurs. Donc l'UX, c'est ni juste une personne qui a le terme UX dans son titre, ni juste un moment dans le process, ni juste une méthodologie ou des outils comme le playtest. L'UX, c'est un état d'esprit qui va faire en sorte que vous allez avoir une approche du développement de votre jeu dès le départ différente grâce à cette approche. Donc, je dis 2 fois, c'est un peu nul. Mais donc, c'est un état d'esprit qui a 4 grands piliers. Il est centré sur l'humain, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte qu'on va faire un produit, un jeu ou quoi que ce soit pour des êtres humains qui ne sont pas nous. Donc on fait pas un jeu pour nous-mêmes, on fait pour d'autres personnes. Bien sûr, on a une direction artistique, on a des choses qu'on veut exprimer, donc je ne dis pas qu'il faut changer ça, mais ce que vous exprimez, est-ce que c'est bien ce que vous cherchez vous à exprimer? Est-ce que c'est bien ce que les joueurs ressentent au final? Donc c'est ça qu'on cherche à faire. On veut pas vous changer, vos intentions, hein, de design ou artistique. Ce qu'on veut faire, c'est nous assurer que c'est bien ça que ressentent les joueurs au final. Donc c'est centré sur l'humain, c'est basé sur la science, c'est pas basé sur des opinions. Bien sûr, on va avoir des opinions, encore une fois. Vous créez de l'art, donc nécessairement, il va y avoir des opinions, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter ces opinions comme des hypothèses et on va les tester pour vérifier est-ce que c'est bien ça que ça crée chez les joueurs. C'est un processus collaboratif. Encore une fois, c'est pas juste les personnes avec UX dans leur titre qui doivent gérer tout ça, parce qu'il y a des décisions à prendre et la décision, ça va dépendre déjà de quelle expérience on veut offrir, à qui on s'adresse, quels sont les joueurs à qui on s'adresse, quelles sont les grandes directions qu'on veut prendre pour le jeu. Et donc ça concerne tout le monde sur l'équipe. Et il y a même aussi il y a des questions d'ingénierie, parce que si on a des systèmes qui sont assez complexes, le lead ingénieur peut nous dire: «Bah, oui, voilà, ça va être compliqué à faire, vraiment, ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Bah, par contre, on peut faire ça. Est-ce que ça peut fonctionner?» Donc là, on a besoin vraiment de tous ensemble discuter, pour pouvoir prendre les meilleures décisions. S'il y a pas jamais de décision parfaite, mais on veut trouver justement, le meilleur chemin pour accomplir nos objectifs. Encore une fois, en ayant en tête que notre objectif, c'est d'offrir l'expérience qu'on cherche à offrir aux joueurs et que c'est bien ça que les joueurs ressentent. Et enfin, et c'est là où on vient sur mon point sur l'éthique, c'est bienveillant. Le but, ce n'est pas d'utiliser les connaissances sur le cerveau pour se faire le maximum de thunes. Le but, c'est d'utiliser nos connaissances sur notre cerveau, et utiliser des méthodologies, UX pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, tout en les respectant, en respectant leur temps et leur argent.
dans l'espoir que si les joueurs s'amusent et ils trouvent leur jeu génial, bah, ils vont du coup être engagés et bah, ça va vous rapporter des sous et votre jeu va devenir populaire. L'idée, c'est que ce soit avec bienveillance et que ce soit une gagnant-gagnant. Et c'est pas l'idée n'est pas d'exploiter les gens. On place l'humain en premier. Bien sûr, on a des considérations business à avoir. Si notre jeu ne fonctionne pas et que personne n'achète rien du tout, bah, le jeu meurt et donc plus personne peut y jouer et donc tout le monde est perdant et nous aussi parce qu'on perd des sous. Enfin, c'est prend beaucoup de temps et d'argent et d'énergie de faire un jeu. Donc évidemment qu'on va prendre en compte des considérations business pour que le jeu fonctionne, mais on ne met jamais des considérations business avant les considérations sur l'être humain. Donc on va prioriser l'être humain pour que ce soit une situation gagnant-gagnant avec bienveillance. C'est pour ça que l'éthique est vraiment centrale dans une approche UX. Et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'un design n'est jamais neutre. Vous allez prendre des décisions de votre design, ces décisions vont influencer les gens d'une façon ou d'une autre. Alors parfois, cette influence n'est pas ni néfaste ni positive, c'est bon, voilà, mais ça va quand même influencer les comportements. Et parfois, les décisions que vous allez prendre vont créer des frustrations chez les utilisateurs. Par exemple, si vous avez déjà essayé de faire sortir du ketchup ou quoi que ce soit dans une bouteille en verre quand il y en a plus beaucoup, bah, c'est pas très pratique comme expérience, c'est un peu frustrant par rapport à une expérience avec quelque chose qui est en plastique qu'on va presser. Mais voilà, il y a une contrepartie, il y a plus de plastique dans l'environnement, donc c'est moins bon pour l'environnement, etc. Donc, il y a plein de questionnements à se faire. Aussi, au niveau de l'accessibilité, c'est plus facile. Euh, c'est beaucoup plus accessible de juste presser. Bon, si on peut, il y a plein de choses à prendre en compte que par rapport à une bouteille en verre. Mais c'est jamais neutre, en fait. Il n'y a jamais de design parfait, ça c'est clair. Mais il faut vraiment que vous ayez conscience à l'avance que les décisions que vous allez prendre vont avoir des conséquences pour les joueurs. Est-ce que ces conséquences sont alignées avec ce que vous cherchez à faire? Et est-ce que ces conséquences sont éthiques également? Les limites que je vous ai montrées au début sur la perception, l'attention et la mémoire se traduisent ensuite par énormément de biais cognitifs qui sont complètement implicites, donc on n'arrive pas à s'apercevoir qu'on a ces biais-là. Ce codex vous présente tous les biais qu'on a. C'est assez stressant de voir ça. Et je ne vous demande pas de les lire parce que ça va être un petit peu angoissant et ça va prendre trop de temps. Mais c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'on a énormément de biais et que ces biais-là vont nous faire prendre des décisions qui sont ni rationnelles, ni nécessairement bonnes, hein, ni pour nous, ni pour les autres personnes. Et ça, on le voit assez régulièrement, notamment quand on regarde des débats télévisés, notamment des débats politiques, et il y a des biais cognitifs partout. Alors quand on commence à les connaître, on les reconnaît un petit peu chez les autres, hein, surtout. Toujours plus facile de les reconnaître chez les autres que chez soi. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre, hein, c'est bien d'apprendre ces biais et de les comprendre, mais gardez en tête que même si vous vous entraînez à reconnaître ces biais, malgré tout, vous allez tomber pour ces biais parce qu'ils sont implicites. Alors, si vous faites vraiment attention, vous allez peut-être en reconnaître, ah tiens, là, j'ai failli tomber dans un biais, mais dans la vie de tous les jours, on n'est pas sur le qui-vive comme ça, en fait, hein. Et c'est ça qui se passe, c'est que dans la vie de tous les jours, on est stressé, on est en retard, il y a plein de trucs à faire, on est surchargé dans nos têtes, et donc on va tomber sur ces biais, même si on est au courant. Un dark pattern, c'est un design qui est alors intentionnellement parfois, mais même si c'est pas intentionnel, ça reste quand même un problème, qui va tromper les joueurs en utilisant, en exploitant ces biais cognitifs, ou tout simplement ces limites du cerveau pour bénéficier la société, ou pour des business goals, aux dépens des utilisateurs. Donc, c'est vraiment exploiter ces biais pour faire un max d'argent au détriment soit du bien-être, soit de la considération du temps et de l'argent des utilisateurs. Donc ça, c'est profondément anti-UX, comme je vous ai dit. Nous, on met le joueur, oui, on va considérer le business, évidemment, mais on va mettre le joueur au centre et on va penser à l'éthique, on va penser à l'inclusion et à l'accessibilité. Ça va être important, c'est ça qu'on met en avant. Alors que là, ce qui est mis en avant, c'est le business. Je vous donne un exemple au hasard, Amazon. Alors, ils font plus ça exactement, ils ont une autre version qui est un peu plus soft.
Donc tant mieux, il y a eu un petit peu de progrès, mais on voit quand même ce genre de choses hein, assez fréquemment. Ou vous allez vous achetez des trucs sur Amazon, donc vous mettez ça dans votre panier et ça y est, vous êtes prêt à check out, donc à passer à la caisse. Et donc vous cliquez sur l'icône et vous voyez un gros écran comme ça avec une belle image et plein de textes qu'on va pas lire parce qu'on a autre chose à faire. Et donc, on va juste cliquer sur le gros bouton orange parce qu'on sait que notre attention est limitée. Donc, on est pressé. Maintenant, on sait ce qu'on va acheter, on veut y aller. Sauf que quand on clique sur ce gros bouton orange, non seulement ça nous fait aller pour checkout, mais aussi ça nous souscrit à Amazon Prime. Si on n'a pas vraiment lu tout ce qui se passait là, on ne s'aperçoit pas qu'on souscrit à Amazon Prime. Si on veut juste check out sans souscrire à Amazon Prime, il faut en fait déjà percevoir qu'il y a un autre élément sur lequel on peut cliquer qui est beaucoup plus petit là à gauche et en plus qui nous fait penser qu'on est quand même un peu con de ne pas vouloir sauver 18 $ sur notre facture. Donc ça peut être perçu comme un dark pattern hein, parce que on va exploiter les défauts attentionnels des gens et on sait qu'on a des défauts intentionnels, hein. Normalement, on fait en sorte que le gros bouton orange soit ce que les utilisateurs veulent faire et ça doit être bienveillant. Parce que là, on utilise en fait ce que les utilisateurs veulent faire, c'est checkout, mais on en profite pour leur faire souscrire à quelque chose sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc ça, c'est pas très éthique, hein, bien sûr. Il y a des versions assez amusantes de ça. Il y avait un écran sur lequel sur le téléphone, sur lequel on vous fait croire qu'il y a un cheveu. Donc du coup, on veut swiper vers le haut pour enlever le cheveu. Et en fait, ça nous fait aller sur la boutique. Voilà, il y a des versions assez innovantes de ces dark patterns. Mais c'est très très fréquent. Ah, j'ai pas mis le bouquin. Euh, donc le site c'est darkpattern.org. Ça a été mis en exergue pour la première fois par un UX designer qui s'appelle Harry Brignol. Et normalement, je mets son livre là, mais j'ai pas mis la bonne slide. Et il appelle ça aujourd'hui Deceptive Patterns. Il a un livre qui est sorti, qui s'appelle Deceptive Patterns. Et vous pouvez voir, donc darkpattern.org va vous rediriger sur deceptivepatterns.org et vous pouvez aller voir toutes les catégories de dark patterns qui sont utilisées avec plein d'exemples. Et vous pouvez aussi, si vous rencontrez ce genre de pattern dans votre vie courante, ajouter dans le Wall of Shame pour que les gens arrêtent de faire ça et fassent leur business sans exploiter les biais et les faiblesses des êtres humains. Il y a aussi des zones d'ombre. Donc, c'est pas clairement trompeur, mais on est quand même en train de nous enfumer un petit peu. Bon, moi, j'appelle ça des pratiques discutables. On appelle ça comme on veut, hein. Le but, c'est de prendre en compte quand même qu'il y a des designs qui vont nous influencer à payer plus cher ou à rester plus longtemps. Un exemple de ça qui est très documenté, c'est par exemple quand vous avez plusieurs options pour acheter. Alors, on voit ça un peu partout, hein, que ce soit des souscriptions, que ce soit des V-Bucks ou n'importe quelle monnaie dans un jeu. Vous avez plusieurs options avec plusieurs prix. Dan Ariely, qui est un chercheur en psychologie comportementale, avait vu pour un magazine, je crois que c'était The Economist, trois prix comme ça pour souscrire au magazine. Alors, je crois que c'était en 2009 ou quelque chose comme ça. Donc, il y avait encore beaucoup de souscriptions papier à l'époque. Donc, il y avait trois options. Première option, c'est souscrire un an juste pour la version web à 59 $. Deuxième option, c'était souscription juste papier pour recevoir les magazines chez nous. C'était à 125 $. Et il y avait une troisième option, papier et web pour le même prix, 125 $. Donc, c'était assez intriguant. Et Dan Ariely s'est dit, mais est-ce que les gens choisiraient l'option du milieu, en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a cette option? Donc, il a fait une recherche, je crois que c'était à MIT où il était à l'époque, donc avec les étudiants. En général, les recherches sont beaucoup faites avec les étudiants. Et il leur a dit, voilà, parmi ces trois options, laquelle choisiriez-vous? Et la majorité des participants à cette étude a répondu bah, papier et web à 84%. Et personne n'a choisi juste la souscription papier qui est au même prix. Donc on peut se demander à quoi sert cette option. Donc il a fait une deuxième étude en enlevant cette option et a demandé donc à d'autres personnes, parmi ces options-là, laquelle choisiriez-vous? Et là, dans cette condition, la majorité de gens choisit de prendre l'option la moins chère, donc à 68%. Donc vous voyez la différence
Et donc ça, c'est ce que moi j'appelle, alors on pourrait appeler ça un dark pattern, hein, rien n'est caché, c'est pas vraiment, c'est pas trompeur dans le sens où on vous cache une information, mais on vous influence par rapport les options qu'on vous donne, vont influencer, ce que vous allez choisir comme option, ce qu'on appelle, le decoy effect, l'effet de leurre, je crois en français. Et donc on est influencé par notre environnement et utiliser ces techniques, de mettre une option qui a l'air moins intéressante pour rendre une option plus chère, plus intéressante, mais simplement à cause de cette option qu'on a rajoutée arbitrairement, enfin non pas arbitrairement, mais en tout cas artificiellement. Bah, voilà, ça c'est des zones de gris et ça arrive tout le temps et ça fait longtemps que ça dure. Donc il y a plein de gens qui ont commencé à étudier ça, pour, bah, dénoncer ça et pour, que les gens soient un peu plus informés, pour que vous ne tombiez pas dans ces pièges-là et qu'on puisse, nous, en tant que consommateurs, mettre de la pression, sur les entreprises pour arrêter, de nous enfumer comme ça. Parce que, on a l'impression de prendre une bonne décision. On se dit: «Bah, oui, papier web, c'est bah, évidemment, c'est plus intéressant comme option que juste papier», donc on a l'impression de faire un bon deal. Mais en fait, on se fait enfumer parce que, c'est l'option du million n'existerait pas. On aurait eu plutôt envie de prendre l'option la moins chère. Voilà, donc parmi, les exemples qu'on a dans les jeux vidéo, la pratique qui est la plus problématique aujourd'hui, c'est les loot box. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc les loot box sont un type, de récompenses, intermittentes qui sont données selon un un ah, je trouve plus mes mots en français. Un schedule, qui va être, intermittent. Donc c'est-à-dire que le rat dans la boîte de Skinner, s'il appuie sur une pédale, bah, parfois il va avoir, la boulette, de viande et parfois non. Donc c'est pas fixe, c'est pas, tout le temps, on va avoir la récompense, ça va être intermittent. Il y a différents types d'intermittence. Ça peut être intermittent basé sur le temps, c'est-à-dire que c'est seulement le matin, entre telle heure et telle heure, si tu appuies sur la pédale, tu vas avoir la boulette, mais le reste du temps, non. Ou ça peut être basé sur le comportement. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur la pédale, par exemple 5 fois et c'est au bout de la 5e fois que là, tu auras la boulette. Donc il y a ça d'un côté et à la fois, ça peut être prévisible ou imprévisible. Les exemples que je vous ai donnés, c'était prévisible. C'est-à-dire, par exemple, un intervalle fixe, c'est tous les matins, vous allez vous connecter, je sais pas, au jeu que vous jouez actuellement et tous les matins, à un moment bien précis, on va dire à 6 heures du matin ou à 5 heures du matin, la nouvelle récompense pour ce jour-là, est débloquée et donc là, si vous vous connectez, vous allez pouvoir la récupérer. Mais si vous vous connectez 30 fois dans la journée, ça ne changera rien. Une fois que vous la récupérez une fois, c'est fini. Il faudra revenir le lendemain matin. Donc ça, c'est basé sur le temps, et c'est prévisible. Vous savez exactement quand ça va être. Vous pouvez avoir des récompenses à intervalles variables. C'est toujours basé sur le temps. Ça va arriver à un moment, mais vous ne savez pas quand. Donc un exemple, ça peut être les rare spawns, dans World of Warcraft. Vous savez que dans cette zone-là, il peut y avoir à un moment un ennemi, rare, mais vous ne savez pas quand est-ce qu'il va spawner. Et si vous êtes là, à ce moment-là, bah, c'est génial et vous allez avoir une grosse récompense. Un autre exemple, sur Pokémon Go, il peut y avoir, des Pokémon qui apparaissent à un certain moment et vous ne pouvez pas prédire quand. Donc c'est basé sur le temps, c'est pas basé sur votre comportement et c'est imprévisible, donc c'est variable. Enfin, le comportement, ratio fixe, c'est par exemple, faut tuer, 10 zombies, pour avoir notre récompense. Donc ça, c'est notre comportement, mais il faut le faire un certain nombre de fois afin d'avoir la récompense. Donc ça, c'est prévisible, on sait exactement combien de fois il faut le faire. Après, il y a d'autres exemples qui sont un peu moins prévisibles, mais par exemple, les leveling up, ça, on sait qu'il va falloir, qu'on récupère tant de points d'XP pour level up. Après, les points d'XP, bon, il y a toujours un peu de variabilité, mais c'est globalement, on peut quand même anticiper. Si on joue encore une demi-heure, on va pouvoir level up et donc acheter ce qu'on va acheter. Et le ratio variable, c'est quand c'est basé sur notre comportement, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir la récompense qui nous intéresse. Et donc, c'est tout ce qui est loot box, évidemment, mais aussi tout ce qui va être, je pense que c'est sur l'autre slide où je mets d'autres exemples, c'est tout ce qui est basé sur les récompenses variables, et c'est-à-dire 99% des jeux.
vont avoir des récompenses variables. Par exemple, à chaque fois que vous jetez des dés dans un jeu, donc ça comprend beaucoup de jeux, bah, parfois vous faites un gros score, mais parfois vous faites un score de merde. Bon, bah, ça, c'est une récompense variable. On ne peut pas prédire si on va faire un double 6 ou on va faire 4. Et beaucoup de jeux sont basés sur ça. Et vous voyez, ça, c'est l'impact de ce type de récompense sur le comportement animal. Donc, l'être humain est quand même un peu plus complexe que le rat ou le chien, mais quand même, on est quand même influencé par ça. Et donc, vous voyez que ça, ce que vous voyez, la montée des sens, c'est le taux de réponse. C'est-à-dire combien de fois le rat va appuyer sur la pédale, par exemple. Et dans le temps, euh, comment ça évolue. Quand vous voyez que quand c'est prévisible, on voit qu'il y a un pic au moment où on sait qu'on peut l'avoir. Et puis ça redescend. Pareil, quand on a détruit 5 arbres parce qu'on voulait des planches pour fabriquer quelque chose, bon, on sait que c'est 5 ou 6, il y a quand même de la variabilité, mais on sait quand même qu'on va les avoir. Une fois qu'on les a, ben, on arrête. On n'en a plus besoin, donc on va faire autre chose. Quand c'est variable, bah, on a obtenu quelque chose, et ben, peut-être qu'on va l'avoir encore juste derrière, on ne sait pas. Peut-être que ça va revenir. Comme c'est pas prévisible, on a tendance à se réengager avec l'activité, tout simplement parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'on va l'avoir encore une fois. Et donc, vous voyez que quand c'est à la fois variable et basé sur le comportement, c'est la réponse, donc le nombre de fois où on interagit avec cette activité, est à la fois haute et stable dans le temps. Donc, encore une fois, oui, c'est les loot box, mais c'est aussi tout ce qui fait que la plupart des jeux sont engageants. C'est les récompenses variables, par exemple Mario Kart, où vous tapez dans le point d'interrogation, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Bon, si vous êtes derrière, vous avez quand même plus de chances d'avoir un truc intéressant. Mais globalement, c'est variable et c'est le même principe qu'un loot box. Sauf que la loot box n'est pas là pour rendre le gameplay lui-même engageant, il est là pour rendre la monétisation engageante. Et c'est là où est la différence. C'est ce que font les casinos, par exemple. Oui, c'est que des trucs variables, ou les trucs à gratter, ou la loterie, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est les mêmes choses. Mais le but, bah, c'est de shipper le maximum de thunes aux gens. Donc, c'est bien pour engager avec la monétisation et pas pour engager avec le gameplay lui-même. Donc, tout ce qui va utiliser des récompenses variables euh, peut engager plus les joueurs. Alors, il y a des. C'est pas automatique, hein, on n'est pas des robots. Imaginez, vous trouvez un job, je ne sais pas si vous bossez, mais imaginez vous avez un job, ou si vous avez un job, et que à la fin du mois, vous devez lancer des dés pour savoir à quel niveau va être votre salaire. Bon, bah là, ça va pas nous engager plus avec notre job, en fait, parce qu'on a besoin de notre salaire pour payer nos impôts, pour payer notre loyer, etc. Et donc, est-ce que vous ne foutez pas un petit peu de notre gueule? Donc, ça marche pas nécessairement pour tout. Et d'ailleurs, il y a eu des backlash qui arrivent, notamment quand les gens s'aperçoivent qu'on est en train de se foutre d'eux. Mais quand c'est suffisamment enfumé, là, comme ça, on n'est pas vraiment sûr qu'on est en train de se faire avoir, bon, bah, ça peut nous engager un petit peu plus. Et donc là où c'est problématique, c'est quand ça engage avec la monétisation plutôt que d'engager avec le gameplay, notamment et surtout avec les mineurs. Il faut savoir que le cerveau est complètement mature que vers 25 ans, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Et la dernière partie du cerveau à venir à maturation, c'est plus joli, c'est le cortex préfrontal. Et c'est cette partie du cerveau qui notamment nous permet de gérer les émotions et de gérer nos impulsions. Quand notre cerveau n'est pas complètement à maturation, ça va être un peu plus difficile, et plus on est jeune, plus c'est difficile, de résister, en fait, au loot box, ou de résister à la FOMO, de résister à toutes ces petites frustrations qui sont là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de protéger les enfants jusqu'à l'adolescence. C'est pour ça qu'on a des règles en dessous de 18 ans. On a des règles comme quoi on ne peut pas aller au casino, on n'est pas censé boire, etc. Parce qu'on sait que ça va être plus difficile. Et encore, hein, mais à 18 ans, on n'est pas encore complètement à maturité. C'est pour ça qu'on a tendance, quand on est adolescent ou jeune adulte, à avoir des comportements un peu à risque, et ça se calme un petit peu plus tard, justement parce que notre cortex préfrontal est venu à maturation. Mais ça n'empêche pas les adultes quand même de tomber dans le piège, hein. On n'est pas à l'abri, mais disons que c'est un peu plus difficile tant qu'on n'est pas complètement à maturation avec notre cortex préfrontal. Donc c'est pour ça que ça va être important de protéger les joueurs et notamment les mineurs.
Donc, la loot box, c'est quand même, ça a été l'élément qui a été le plus étudié. Là, il y a pas mal de recherches scientifiques autour des loot box qui montrent clairement que c'est dommageable, surtout chez les enfants et les adolescents. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de lois qui sont érigées pour éviter les loot box dans les jeux qui sont ratés I ou pour tout le monde, en tout cas en dessous de 18 ans. On y reviendra un petit peu plus tard. Il y a d'autres zones de gris. Alors évidemment, il y en a plein, hein. Je vous en montre quelques exemples. Encore une fois, hein, c'est pas le jeu vidéo qui a inventé ça. On a par exemple le scarcity. Donc quand il n'y en a plus beaucoup de quelque chose, euh, quand on sait qu'il va y avoir une pénurie, bah, ça nous incite à acheter même si on n'en a pas forcément besoin. Ça, on l'a vu pendant la pandémie. Tout le monde s'est excité avec le papier toilette parce que d'un seul coup, on a eu une pénurie de papier toilette et tout le monde voulait absolument se battre pour choper le papier toilette, même si ils n'en avaient pas forcément besoin tout de suite du papier toilette. Donc ça, c'est ce qu'on voit aussi dans les sites. Parfois, on va vous dire plus qu'un exemplaire, achetez maintenant. Donc ça, c'est pour jouer sur ça, ce côté de pénurie. Et parfois, c'est carrément un dark pattern parce que parfois, il y a pas de pénurie, mais on vous fait croire qu'il y a une pénurie pour vous inciter à acheter. Ça marche bien avec le fear missing out, hein, parce que s'il y a une pénurie, on veut pas manquer. Donc ça marche vraiment bien tous les deux. Et à chaque fois qu'il y a des soldes, c'est ça qui se passe en fait. C'est le dernier jour pour les soldes, incroyable, vous allez manquer des discounts incroyables. C'est ce qu'on Steam Sales, hein, c'est pareil. Et combien de jeux avez-vous acheté sur les Steam Sales parce que vous aviez un truc incroyable qui allait finir, un discount incroyable qui allait finir à la fin de la journée et que vous n'avez pas joué au final. Bon, bah voilà, ça nous arrive à tous, hein. Et c'est ça qui se passe, c'est-à-dire ça va encourager notre acte d'achat sur quelque chose qu'on n'est finalement pas sûr et qu'on va pas nécessairement utiliser. Donc ça, c'est de la manipulation qui est contre notre bien-être, parce qu'au final, on n'a pas joué au jeu et ça nous a pas servi, et qui va surtout bénéficier à l'entreprise. L'aversion à la perte, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup et qui est aussi manipulé. Alors, les compagnies aériennes sont très forts avec ça. C'est avec les systèmes de miles, c'est tout le but, hein. On cumule les miles, mais si on veut les garder pour l'année d'après, il faut avoir atteint un certain niveau. Et si on ne l'a pas atteint, bah, tout redescend. C'est le principe du streak qui est repris par exemple avec Snapchat. Euh, eh ben, il faut essayer de résister à ça. C'est-à-dire pourquoi on nous oblige. On nous donne quelque chose, une flamme, on n'a rien demandé. On discute avec un pote, il nous répond, hop, on a une flamme. On n'avait rien demandé en fait. Mais ça nous incite, parce qu'on ne veut pas perdre la flamme, puis on les cumule, et ça nous incite à utiliser une plateforme et à engager avec cette plateforme pour ne pas perdre quelque chose qui, à la base, ne sert à rien et dont on n'a rien demandé. Donc ça, c'est le principe de l'aversion à la perte. On va vous donner quelque chose et après on va dire, bah, si tu continues pas à t'engager avec nous ou continues pas à faire quelque chose, on va te l'enlever. Un autre exemple qui est aussi très fréquent, notamment dans les sols, c'est l'effet d'ancrage. On va vous ancrer un chiffre assez haut. On dira, bah, ça, normalement, ça coûte 60 balles. Et ben là, aujourd'hui, c'est que 15 euros. Parfois, il y a des sociétés qui gonflent les prix, hein. Alors, en Europe, on a beaucoup plus de lois qui nous protègent contre ça. Mais aux États-Unis, faut se méfier le Black Friday, parce que souvent, quelques mois avant le Black Friday, en fait, les prix gonflent pour qu'après, au Black Friday, on peut vous faire croire que, t'avais vu, c'est une super affaire. Alors qu'en fait, c'était le même prix qu'il y a 2 mois. Mais ça nous incite à acheter parce on va être plus à même d'acheter quelque chose disons, à 15 euros qui est en promotion, qui est normalement à 30 euros. On se dit, oh là là, je me fais 50% de bénéfices, alors qu'il y avait peut-être à côté un produit similaire qui était à 12 euros, mais qui n'était pas en promotion. Donc au final, on aura payé quelque chose 3 euros de plus pour peut-être une fonctionnalité similaire, tout simplement à cause du biais d'ancrage qui nous fait penser qu'on fait une meilleure affaire avec celui qui est plus cher parce qu'il avait une super promotion. Donc voilà, donc il y a tous ces petits enfumages qui arrivent, hein, qui sont très maîtrisés par le monde du business, encore une fois. Mais il y a certains éléments qu'on peut parfois utiliser dans le jeu. Notamment, on n'a plus de vie, on va vous culpabiliser, ou vous demander de demander à tous vos amis pour pouvoir continuer à jouer, ou on va vous dire il y a un super événement qui va se passer, mais c'est que à un moment, et si vous ratez ça, bah, vous allez rater, mais jamais plus ça va arriver.
où il faut absolument le season pass parce que sinon vous allez ne pas avoir la récompense de ouf malade, que ça se trouve dans 3 mois vous en foutrez complètement, mais sur le moment ça vous semble ah, je veux absolument avoir ce truc et donc ça nous incite à nous engager avec la plateforme et à acheter. La question qui se pose avec les jeux vidéo, je regarde l'ordre pour pas trop débander, c'est de s'assurer de savoir où est-ce qu'on veut mettre les limites et est-ce que ces pressions, parce qu'il va y avoir des pressions, c'est clair, on fait des jeux vidéo, il y aura toujours des pressions. C'est pas là la question. La question de savoir, c'est essentiellement est-ce que c'est une pression qui est intéressante pour le gameplay. Par exemple, Tamagotchi, bah, c'est la saveur jaune. C'est-à-dire que si vous vous occupez pas du Tamagotchi, il va mourir. OK? Et c'est dégueulasse de le laisser mourir. Sauf que c'est le but du jeu, en fait. Et s'il meurt, bah, en fait, il va renaître. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter un autre Tamagotchi. Donc, enfin, en tout cas, à l'époque, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait une version un peu moins éthique. Donc, c'est pas fait pour engager avec la monétisation. Donc, après, on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est pas un peu trop de pression pour des enfants? Ça, on peut toujours se poser la question, mais en tout cas, au moins, il y a un intérêt gameplay avec ça. Quand c'est utilisé dans les jeux free-to-play, où il y a quand même toute une mécanique de monétiser l'attente ou si on a perdu nos crops, hein. Là, on peut quand même plus se demander si c'est pas un peu pas éthique. Et bien sûr, les utilisations de loot box dans les jeux, notamment avec les mineurs. Donc, c'est pas toujours évident de les reconnaître. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas rentrer dans tous ces paniques morales envers les jeux vidéo. C'est pas du tout ça que je vous dis, hein. J'aime les jeux vidéo, je travaille dans les jeux vidéo. Je suis pour le respect, je suis pas pour la censure, ni aucun de tout ça. Mais donc, il faut un peu regarder ce qui se passe et quel est le contexte. Par exemple, quand vous voulez supprimer un personnage dans World of Warcraft, donc c'est un vieux screenshot, là, euh, on va vous mettre un écran de confirmation. Non, est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer ce personnage? Et non seulement on vous met un écran de confirmation, mais on vous demande de taper supprimer dans le rectangle. Alors, on peut se demander, est-ce qu'ils sont pas en train de nous empêcher de le faire, là, en fait? Est-ce que c'est pas un dark pattern pour nous faire réfléchir à deux fois, donc c'est plutôt bénéfique à la société, à l'entreprise? Bah, dans ce cas-là, j'aurais plutôt tendance à dire non, ça il y a une pratique en UX, en utilisabilité, qu'on appelle la prévention de l'erreur. On sait que les humains font des erreurs et donc on va prévenir ce genre d'erreurs justement pour éviter des frustrations qui ne sont pas par design et qui sont vraiment très, très pénibles. Si vous appuyez sur un bouton par mégarde et à cause de ça, vous supprimez votre personnage que vous avez mis des mois à développer, bah, c'est quand même un petit peu agaçant. Bon, évidemment, on peut le récupérer, écrire à Blizzard, non, je me suis trompé, rendez-moi. Mais ça prend de l'énergie, en fait. C'est quand même mieux d'éviter d'avoir ce problème-là. Donc ça, c'est de l'erreur, vraiment, de la prévention de l'erreur. C'est gagnant-gagnant, c'est gagnant pour l'entreprise, mais c'est aussi gagnant pour l'utilisateur qui a peut-être fait une erreur. Donc ça, pour moi, c'est de la bonne UX. Par contre, si le personnage pleure derrière au moment où vous êtes en train de le supprimer, là, ça devient un peu plus problématique parce que là, on est en train de culpabiliser les gens pour ne pas supprimer le personnage. Et il y a des jeux qui font ça, notamment, enfin, qui faisaient en tout cas. euh, enfin, j'imagine qu'il y en a encore qui le font, notamment avec des enfants, où tu peux acheter un personnage, mais il faut payer. Et si l'enfant dit bah non, je peux pas payer, le personnage derrière pleure. Donc ça, c'est vraiment, non seulement c'est pas très éthique pour les adultes, mais pour les enfants, c'est euh, carrément pas éthique, parce que les enfants, pour eux, là, ça va être vraiment plus stressant en fait, de voir ça. Donc, émotionnellement, notamment à cause de leur cortex préfrontal qui n'est pas mature, ça va être très dur de gérer ce type d'émotion qui est provoquée par le jeu. Voilà, donc dans les jeux, évidemment, on crée des frustrations et des pressions psychologiques qui sont par design pour rendre le jeu fun et engageant. Parce que s'il n'y avait pas de pression, s'il n'y avait pas de choses à accomplir, bon, bah, la plupart du temps, c'est pas ça qu'on cherche dans un jeu. Et donc, c'est normal qu'il y ait des pressions qui soient exercées sur les joueurs. Mais demandez-vous si ces pressions que vous mettez dans le jeu, déjà, essayez d'identifier les pressions. Prenez en compte que si vous avez par exemple un timer dans un jeu, c'est une pression psychologique.
qui peut marcher bien sur les adultes, hein. Par exemple, on doit courir, il y a un gros boulet qui nous poursuit, donc ça, c'est une pression de temps. Pour les enfants, c'est beaucoup plus difficile à gérer, par exemple. Donc, demandez-vous, voilà, si cette pression est adaptée pour le type de joueur. Mais surtout, d'un point de vue éthique, est-ce que ces pressions sont là pour rendre le gameplay, servir le gameplay et le fun des joueurs? Ou est-ce que c'est surtout ou seulement là pour servir les intentions business? Voilà, comme les loot box qui sont là pour engager avec la motivation plutôt que d'engager avec le gameplay. Donc c'est assez compliqué, hein. Il y a pas une façon de faire. Encore une fois, les jeux vidéo, c'est une forme d'art, hein, donc forcément, il va y avoir des pressions psychologiques sur les joueurs et il y a pas on n'a pas de recette miracle pour savoir où est la ligne. Mais ça va être important pour nous de considérer qu'il y a des lignes éthiques et où est-ce qu'on les placerait. Et c'est pour ça que j'ai lancé l'initiative Ethical Games pour justement essayer de réfléchir où est-ce qu'on devrait placer, nous, les lignes et en se basant avec ce que nous dit la recherche scientifique, hein, pour pas se baser sur, encore une fois, les paniques morales qu'on a constamment dans les médias en ce moment, et, enfin, même depuis des années sur les jeux vidéo. Donc, le but, c'est que ce soit basé sur la science. Et donc de réfléchir à des choses comme, quand on, guilt trip, ça y est, j'ai oublié le mot, je l'ai dit tout à l'heure, quand on culpabilise les gens, ou qu'on les mettre de la pression pour qu'ils, payent pour, retirer cette pression. Les loot box, ils sont liés à la monétisation. L'utilisation de la FOMO, bien souvent liée à la monétisation. S'il faut être soit faut venir, soit faut payer, sinon on va rater quelque chose. La version à perte. On vous donne un truc, ah bah oui, mais si t'as pas le season pass, eh ben, on va te l'enlever en fait. Voilà, des trucs comme ça. Et autoplay aussi. L'autoplay, ça nous incite quand même à continuer à jouer, alors que peut-être on aurait pu s'arrêter là. Ça, c'est important aussi à prendre en compte parce que autant les histoires d'addiction aux jeux vidéo, il y a un peu tout et n'importe quoi qui est dit. Par contre, il faut quand même être conscient du fait que si vous faites une partie de Fortnite ou n'importe quoi et que vous savez vous retourner, vous avez fini la partie, vous retournez dans le lobby et qu'on vous met un countdown de, je sais pas moi, 1 minute ou 2 minutes, et que c'est nous qui devons dire non, je veux pas rejouer, bah ça, en fait, ça incite les gens à rejouer. Ça, on le connaît, hein, c'est ce qu'on appelle le default bias. On sait que les gens vont avoir plus tendance à rester si se désengager requiert une action. C'est ce qu'on voit quand les épisodes de Netflix s'enchaînent, c'est ce qu'on voit sur YouTube, c'est ce qu'on voit sur TikTok, etc. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte pour qu'on puisse reprendre, nous, le contrôle sur à quel moment on veut s'arrêter, parce que sinon, si ça continue, on va tendance à pas s'arrêter. Et au final, bah, on a passé toute la soirée où du coup, on va pas dormir, et du coup, on a la gueule dans le cul le lendemain matin. C'est pas très, très, très efficace. Mais il faut quand même, à un moment, comme on sait qu'on a ces biais-là, il faut que l'environnement nous aide, en fait. Sinon, on va tomber dedans un peu trop facilement. Voilà, et d'autant plus si notre cortex préfrontal n'est pas complètement à maturation. Voilà. Donc là, c'est moi qui vous guilt trip pour qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Donc rappelez-vous que l'approche UX, c'est un état d'esprit avec quel pilier. Et le pilier le plus important, c'est que c'est bienveillant. Oui, on veut on veut transmettre nos intentions en design et on a besoin de vendre le jeu et qu'il soit profitable, évidemment, mais ça doit être fait avec bienveillance et d'un point de vue éthique. Donc on pense à l'inclusion, à l'accessibilité et à avoir une monétisation qui soit éthique. Voilà. Donc cette approche est incompatible avec l'utilisation des dark patterns ou des pratiques discutables. Et je vous invite à aller voir ethicalgames.org pour voir un petit peu où on en est. Donc c'est une initiative que j'ai lancée. J'ai commencé à beaucoup plus clairement parler d'éthique en 2019 à la JDC. Donc j'avais une conférence sur l'éthique. Et en 2020, avec la pandémie, on a lancé en fait cette initiative avec plusieurs personnes et on a rédigé ensemble un brouillon, à quoi ça pourrait ressembler, à une charte éthique dans le jeu vidéo. Et voilà, et après on a demandé aux gens qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est... Voilà, donc c'est toute une réflexion. On a eu une conférence l'année dernière pour inviter les chercheurs sur différents points. Les points, c'est ceux-là, hein. On a deux grandes catégories, des guidelines pour
le bénéfice des joueurs et les communautés. Donc, tout ce qui est trust and safety, faire en sorte que les joueurs soient protégés du harcèlement, etc. Mais aussi donc, tout ce qui est autour de la monétisation et notamment la protection des joueurs mineurs. Mais on a aussi toutes des guidelines pour le bénéfice des travailleurs et travailleuses de jeux vidéo. Parce que nous aussi, on est harcelés sur les réseaux sociaux. Quand tu as un jeu qui sort, qui est tagué dans le nouveau truc, hein, woke ou DEI, il y a une armée de gens qui harcèlent sur les réseaux sociaux et c'est pas agréable pour les développeurs de jeux. Et donc, ils ont besoin aussi de protection. Ils ont aussi besoin de sentir qu'ils ne sont pas sur un siège éjectable constamment. Donc, en France, on a quand même plus de protection syndicale, mais aux États-Unis, notamment, c'est vraiment c'est compliqué. En fait, on peut du jour au lendemain, on est viré et puis on se démerde, quoi. Et puis faire en sorte que le jeu vidéo soit plus inclusif, plus divers, justement, pour pouvoir après transmettre ces valeurs-là dans le jeu. C'est difficile de faire en sorte qu'un jeu soit inclusif et qu'on pense à l'accessibilité, par exemple, si nous-mêmes, en tant que studio, on ne l'est pas au sein du studio. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces euh, deux perspectives. Si on veut faire une meilleure job à protéger les joueurs, bah, il faut aussi protéger les développeurs de jeux. Voilà. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. Vous retrouvez tous ces éléments dans mon livre, dans le cerveau du gamer. Il y a notamment en français, il y a un chapitre sur l'éthique, mais vous aurez plein de ressources aussi sur mon site. N'hésitez pas à y aller. Il y a plein de ressources pour vous. Et tout ça, c'est gratuit sur le site, donc vous n'avez pas besoin d'acheter un bouquin ou quoi aux caisses. N'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn ou Blue Sky. J'ai pas changé je suis plus sur LinkedIn. Enfin, je suis sur Twitter, mais je suis plus sur Twitter, vraiment. Je suis sur Blue Sky aujourd'hui. Et voilà, je ne sais pas si on peut prendre des questions. Sinon. Oui, on peut totalement prendre quelques questions. Merci à toi. Merci. On va rallumer la lumière. Et on va prendre deux, trois questions. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était super. Merci. L'UX, c'est un sujet vraiment fascinant et super important que je suis en train de découvrir. Je voulais savoir si tu avais des recommandations de lecture, de vidéos. Ouais, Voilà. Donc, j'ai vu que absolument. Alors là, pour le coup, c'est facile pour moi parce que sur mon site internet, j'ai une page ressources et tout est là, en fait. Et par catégorie, tu as catégorie éducation, game design, etc. Donc tu vas avoir tout là-dedans. Ok, merci beaucoup, parfait. De rien. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je suis très contente de vous revoir. En fait, vous étiez passé il y a quelques années en licence MIAGE Sciences Cognitives à Lille avec Angèle Brelener. Et à cette époque, en fait, oui. je faisais des études en sciences cognitives. Et aujourd'hui, je suis un petit peu dans le parcours inverse où du coup, je suis gameplay programmeur. Et en fait, de manière un peu analogue, je voudrais reposer des questions dans l'autre sens parce que j'aimerais bien faire un métier en fait, qui tourne vers l'UX mais qui garde les compétences très techniques de programmeur que j'ai. Et souvent, en fait, à moins d'être à Ubisoft ou dans des très grandes boîtes qui ont des budgets et des personnes vraiment allouées pour l'UX, en fait, on se rend compte que dans les petites boîtes, il n'y en a pas, en fait. Et j'aimerais commencer à amener un peu cette passerelle de la démarche UX, comme vous dites, mais qui doit toucher un petit peu tous les métiers. Et du coup, moi, je vais utiliser, alors je fais pas du UI, donc souvent on confond les deux. Du coup, moi, je voudrais utiliser ces côtés prog et UX, donc UX programmeur. Et du coup, je voudrais savoir votre avis, opinion et peut-être conseils ou outils pour un petit peu amener cette démarche-là dans tous les autres ou dans les petites prods où on est à peine une dizaine, même pas plus de 20, où souvent on se dit c'est un peu scolaire, ou alors toi t'es pas très, t'es un peu la nouvelle et tout, c'est le côté science, alors que moi je suis là depuis très longtemps, j'ai l'habitude de les faire, je sens que c'est assez souvent. Voilà, c'est juste une question un peu ouverte comme ça. Ok. Je vais te donner juste quelques pistes parce que c'est difficile à répondre et ça peut prendre pas mal de temps. Juste pour que tu saches, dans le bouquin Game Usability, alors il n'est pas en français, mais j'ai écrit un chapitre qui est sur ça, en fait, sur la maturité UX et comment avancer la maturité UX. Donc, peut-être à l'Engmin, peut-être c'est dans la bibliothèque et tu peux y accéder gratuitement. Mais dans ce bouquin, j'explique un petit peu comment on peut avancer. Et donc, il y a plusieurs points. Le premier, c'est une relation de confiance. Donc toi, si tu fais partie déjà de l'équipe, c'est plus facile. Mais l'idée, c'est de démontrer, donc la prochaine étape, c'est de démontrer des quick wins.
C'est-à-dire que je vais jamais commencer par mettre en place une stratégie. Je vais toujours commencer par demander à mes collègues c'est quoi les problèmes qu'ils essaient de résoudre. Et en fait, on va en choisir un qui est pas trop compliqué et on va faire un test et tout de suite, on va le résoudre du coup parce que en faisant le test, on va tout de suite voir, bah oui, bah là, ça marche et ça marche pas. Et donc, ça permet de démontrer en fait l'intérêt de la méthodologie. Normalement, à partir de là, bah, c'est les gens qui viennent après me voir. Me dire, ah ouais, bah, j'ai entendu dire que tu avais fait ce test-là avec machin, et moi j'ai un autre problème sur ça. Est-ce que tu penses qu'on pourrait le tester? Et en général, c'est comme ça que ça marche. Et donc, démontrer ces quick wins, ça peut être assez intéressant. Donc, soit via un processus itératif, soit via de la recherche. En général, ça va ensemble. Donc voilà, et à partir de là, en fonction de la taille de l'équipe, de la maturité de chacun sur des questions X, il va y avoir plusieurs outils. J'utilise moi le modèle de Kekendo, qui est un modèle de maturité X, pour montrer quels sont les points de friction et comment dépasser ça. Alors, c'est pas un modèle qui est très précis, c'est-à-dire que le modèle que tu vas trouver sur le site NN Group, .com, je crois. Enfin, c'est le site de Norman Nielsen. Eux, ils ont toute une page sur la maturité UX avec beaucoup plus d'étapes en expliquant, voilà, à cette étape-là, bah, voilà les éléments que vous pouvez utiliser pour avancer. Moi, j'utilise le modèle de Kekeno, tout simplement, c'est un peu plus facile à transmettre. Mais ça peut t'aider à voir c'est quoi le problème en fait. Est-ce que les gens ne connaissent pas l'UX? Est-ce qu'ils connaissent mais il n'y a pas de processus qui sont en place? Est-ce qu'il y a des processus en place mais en fait l'UX n'est pas central? Donc en fait en fonction de là où vous en êtes, tu trouveras des éléments. Euh, et pour le coup, ça c'est je crois que oui, c'est dans le cerveau du gamer. Ça j'en parle du modèle de Kekendo. Voilà. Ok, alors merci beaucoup. De rien. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question qui était, là vous nous avez montré beaucoup d'exemples de dark pattern, donc qui n'est pas très éthique à utiliser dans les jeux. Est-ce que vous avez un exemple qui vous a marqué à l'inverse, quelque chose de particulièrement bienveillant dans un jeu éthique? J'avais en tête un exemple, je crois, sur Rainbow Six, il me semble, pour éviter le harcèlement. Il y avait quelque chose qui avait été mis en place, mais là, je ne me souviens plus trop. Mais est-ce que vous avez un exemple comme ça? Oui, absolument. Alors, il y a deux choses. La protection des joueurs, là, pour le coup, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de voir, ça s'appelle Thriving in Games Group. Et avant, ça s'appelait le Fair Play Alliance. C'est en fait une alliance entre plein de gens du jeu vidéo qui se sont regroupés dans cette association. Ça a été créé notamment par Kimberly Vole qui était à l'époque chez Riot. Et donc l'idée, c'est de transmettre toutes les informations et toutes les recherches que les uns et les autres font dans les studios pour justement avoir des méthodologies, dont celui que tu me parles sur Rainbow Six, pour protéger plus les gens. Donc ils viennent de sortir euh, un playbook. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Donc Thriving in Games Group. Et donc il y a comme ça des best practices qui sont partagées. Donc ça, c'est un élément. Et je vais donner juste un autre exemple qu'on peut voir de temps en temps dans les jeux pour éviter de punir au désengagement. Parce que, en fait, un exemple que je donne souvent entre la ligne de ce qui est éthique et pas éthique, c'est que pour moi, c'est relativement OK de récompenser les gens s'ils reviennent. Donc, ils reviennent dans le jeu, on leur donne un loot, voilà, c'est pas OK, très bien. Pour moi, c'est fair. Par contre, si c'est cumulatif et que du coup, si aujourd'hui on n'a pas eu envie, on n'a pas eu le temps, on est stressé, je sais pas, on a eu un décès dans la famille, on est malade, on ne s'est pas connecté, et que le lendemain on se connecte et que du coup on redescend dans l'échelle des récompenses, bah là, effectivement, ce que ça fait, c'est que ça punit le désengagement. Je suis punie parce que je suis pas venue la veille, quoi. Bah là, pour moi, on passe une ligne éthique. Et il y a des jeux qui font pas ce côté-là de punir le désengagement, qui pensent à l'inverse. Par exemple, World of Warcraft, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein, mais quand on se reposait, quand on arrêtait de jouer et qu'on se mettait dans une auberge et qu'on
revenaient le lendemain ou quelques jours après, on était récompensés en fait, parce on avait plus d'XP, pendant la barre devenait bleue et pendant un certain temps, en fonction de combien de temps on s'était déconnecté, on était récompensés. Ça, c'était justement pour éviter de récompenser les gens qui vont grinder et qui vont jouer jusqu'à plus d'heures. Au contraire, on va plutôt récompenser les gens qui vont se reposer, comme ça, ils vont pouvoir catch up et ils vont pouvoir récupérer plus rapidement. Donc ça, c'est quelques exemples comme ça, ou dans Animal Crossing, où à un moment, il n'y a plus rien à faire. Donc ça encourage, bon, bah, OK, bah, je reviendrai plus tard parce que là, j'ai plus rien à faire. Donc ce genre de pratique existe, hein, c'est pas forcément vachement mis en avant, surtout aujourd'hui avec les jeux free to play. Bah, le problème, c'est que ça nécessite l'engagement régulier des joueurs, donc ça encourage plutôt à punir le désengagement plutôt que, de récompenser le désengagement ou, de tout simplement, laisser un peu les gens tranquilles et jouer à leur rythme.